précises, ne savent même pas qu'il y a une part, n'est-ce pas, de revenus dont elles pouvaient bénéficier pour la réalisation d'un projet de développement. J'aimerais également mentionner qu'il y a une réelle confusion qui se fait au niveau local entre les centimes additionnels comme l'eau qui sont envoyés, n'est-ce pas, à toutes les communes, n'est-ce pas, de la République du Cameroun et, n'est-ce pas, la part des revenus issus de l'exploitation, n'est-ce pas, des zones minières. Il y a cette confusion qui se forme bien au niveau des communes. Donc, moi, je pense, à mon avis, que le gouvernement devrait encore travailler beaucoup et beaucoup là-dessus pour que l'exploitation déjà soit, n'est-ce pas, une exploitation d'envergure et que nous puissions, les populations locales et les régions puissent bénéficier, n'est-ce pas, de l'exploitation, des revenus issus de l'exploitation des mines. Merci. Merci Je beaucoup, crois Christian. que, je Merci, crois c'est très que, clair. je crois que j'ai répondu à presque toutes les questions. Je vous suis continuellement reconnaissant. Merci infiniment pour ces préoccupations posées. D'accord. Merci, Christian. Merci beaucoup pour les réponses. On va poursuivre avec Olivier. Olivier, la première question, c'est M. Aboubakar Ouattara qui a posé la question suivante, qui est savoir, ma question est relative à l'impact de la production d'IMICA sur les communautés hautes. Alors, quelle est la place du contenu local dans les normes mises en place? Merci, Monsieur Olivier. Over to you. Oui, merci pour la question. Alors, ça dépend ce que vous appelez contenu local. En fait, nous, ce qu'on va regarder, si vous appelez le contenu local, ce qu'on appelle généralement contenu local, quand on signe un contrat, par exemple, d'exploitation de matières premières, hein, par exemple dans le pétrole, où vous avez une multinationale qui arrive pour exploiter un champ de pétrole et qui, dans le contrat qu'il signe, que la multinationale signe avec l'État en question, il y a une partie contenu local, c'est-à-dire développement finalement, contribution financière à la mise en place d'une école ou à la construction d'une autoroute ou je sais pas moi, un hôpital. Finalement, nous, dans les chaînes de valeur du MICA, il n'y a pas vraiment cette question puisque la mine est artisanale. Donc l'exploitation du MICA se fait par des personnes comme vous et moi, hein, qui ont la chance ou la malchance, j'en sais rien, mais en tout cas la chance d'avoir trouvé un gisement à proximité de chez eux, ou alors ils ont migré pour aller dans les zones où il y a des gisements, et ils exploitent la matière première. Donc, en termes de contenu local, il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de pertinence à ce qui est du contenu local. En revanche, ce qu'on va regarder, c'est à l'étape d'après. Donc, une fois que le mica est exploité dans la mine, il sort, il est transporté, il est collecté et ensuite il est trié et transformé. Et là, au niveau de ces entreprises de transformation et de tri, elles ont une responsabilité sur finalement d'où vient le mica qu'ils achètent. Et évidemment, après, cette responsabilité, elle existe aussi pour tous les acteurs qui sont en aval de la chaîne de valeur jusque la marque. Et puis même, on pourrait aussi inclure le consommateur finalement à la fin, à la toute fin de la chaîne de valeur. Mais du coup, en amont, ce qu'on va demander en fait à l'entreprise de transformation, ça va être non seulement d'être capable de dire d'où vient son mica, donc de tracer son mica, et une fois qu'elle a tracé son mica, elle a cartographié tous les sites miniers d'où provient son mica, c'est de dire qu'est-ce que je vais mettre en place dans ces sites, soit directement, soit indirectement, qu'est-ce que je mets en place pour permettre finalement aux communautés de mineurs artisanaux de, de se développer. Et donc là, nous, ce qu'on propose, hein, c'est vraiment des propositions, c'est d'abord de payer mieux le mica à un prix plus élevé, le mica qui est payé à l'artisan minier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, directement, ça bénéficie à la communauté et ça peut permettre
à des familles qui font appel à du travail des enfants de ne plus faire appel, par exemple, à du travail des enfants pour des raisons financières. Au sein de leurs entreprises, on peut aussi leur proposer de mettre en place des crèches pour accueillir les enfants de leurs travailleurs et travailleuses. Voilà, donc en fait, c'est des exemples là, que je vous donne, mais en termes de contenu local, comme il est entendu en général dans les industries extractives, on, euh, on- voilà, on ne propose pas forcément du contenu local. On propose dans la norme, il y a des éléments sur le développement et notamment des éléments sur le développement financier, développement d'infrastructures d'accueil, etc. Mais on n'a pas forcément, on l'a pas appelé contenu local. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une autre question qui a été posée, donc j'enchaîne. Euh, Allez-y. de Monsieur Foumena, le modèle économique de la RMI, alors c'est quand je vous montrais la liste des membres de la RMI, aujourd'hui, chacun de ces membres verse une cotisation annuelle à l'initiative, et c'est grâce à l'ensemble de ces cotisations qu'on arrive à financer les programmes que l'on met en place. Les cotisations vont ça dépend du chiffre d'affaires de l'entreprise ou de l'organisation qui nous rejoint. Et ça va de 3 500 euros par an à 55 000 euros par an pour les plus grandes entreprises. Ça, c'est complètement transparent et c'est partagé sur notre site internet. Vous pouvez aller voir. Pareil, on a dans nos rapports annuels une présentation de ce qu'on fait de l'argent. Aujourd'hui, il y a une moitié du budget annuel qui va dans les programmes d'empowerment. Finalement, dans les programmes qu'on met en place au niveau des communautés de mineurs artisanaux, on a 10-15% qui va pour le pilier plaidoyer et puis 10-15% pour le premier pilier, donc ce pilier de mise en place de normes et accompagnement des artisans miniers et des entreprises de transformation dans la mise en place de conditions de travail responsables. Et après, le reste, ça va dans les salaires de l'équipe et les bureaux, voilà, tout ce qui est les frais administratifs. Et la deuxième question, elle est super intéressante. Qui valide le caractère responsable de l'initiative? C'est une question assez passionnante. Et en fait, aujourd'hui, on est une initiative un peu unique dans le sens où on n'est pas certifiant. Donc, tous nos membres, tous les membres, en fait, ne peuvent pas se targuer et n'ont pas le droit, en fait, de se targuer de s'approvisionner de manière responsable en mica. La seule chose qu'elles peuvent dire, toutes ces organisations, c'est de dire qu'elles sont engagées dans la transformation de la chaîne de valeur et dans l'amélioration, évidemment, des conditions de travail en amont des chaînes de valeur de mica. Mais elles ne peuvent pas dire elles s'approvisionnent à partir de sources où il n'y a pas de travail des enfants. Elles s'approvisionnent à partir de sources où les conditions de travail sont responsables. Elles ne peuvent dire qu'elles sont engagées, en fait, finalement, dans la transformation. C'est tout. Et, euh, et du coup, en fait, finalement, le caractère responsable de l'initiative, il est défini par tous ses membres, dans des groupes de travail, dans les travaux qu'on fait au quotidien et dans tous les documents qu'on met en place. Mais, euh, mais c'est effectivement une très bonne question. On n'a pas d'instance qui vient valider le caractère responsable de l'initiative. Alors du coup, c'est peut-être quelque chose effectivement auquel on devrait réfléchir, mais il y a un consensus en tout cas qui est trouvé par les membres autour de ce qu'on appelle conditions de travail responsables et développement développement responsable finalement des communautés de mineurs artisanaux de mica en Inde et à Madagascar. Et du coup, je vois qu'il y a une autre question, donc je vais continuer. Des relations avec les gouvernements, des relations avec les gouvernements. Alors, indien, l'Inde est un pays fédéral, donc le mica est considéré comme une ressource minérale mineure
et à ce titre, elle est gérée par les États et non par l'État fédéral. Donc, tous les métaux, par exemple, en Inde, sont gérés par l'État fédéral parce qu'elles sont considérées comme des ressources minérales majeures. Mais le mica étant mineur, du coup, c'est le Bihar et le Jharkhand qui sont responsables de la loi qui va couvrir les activités liées au mica. Et du coup, nous, on est en relation avec ces deux gouvernements, du Bihar et du Jharkhand. Pour votre information, c'est énorme, hein. Donc voilà, on est en relation avec ces gouvernements-là. Et puis à Madagascar, on est aussi en relation avec le ministère des Mines, le ministère du Travail et le ministère de la Population, qui sont les trois ministères qui gèrent la mise en place d'un plan de lutte contre le travail des enfants dans les mines de mica. Euh, il n'y a plus de questions, je pense. On peut ouvrir Merci. les micros si tu veux, Mamadou. À ce moment-là, je peux ouvrir, autoriser chacun à ouvrir les micros. Et j'ai vu que Monsieur Aboubacar Ouattara a levé la main et souhaitera probablement intervenir. Donc là, je vais autoriser chacun à rallumer son micro et pouvoir réagir en posant sa question, en se présentant rapidement. D'accord, d'accord. Donnez-moi juste 30 secondes. Je commence. Oui, ça va, à la matinée. Oui, à la matinée. C'est Aboubacar. Allô, bonjour. Bonjour, Aboubacar. La parole D'accord. est à vous. Je suis Baka Ouattara et je suis employé d'une mine, une société aurifère en Côte d'Ivoire. Et D'accord. je voudrais vraiment saluer l'initiative de ce webinaire qui vraiment nous apporte beaucoup de connaissances de façon générale sur les différentes thématiques abordées. Et je voudrais également remercier les deux intervenants de, de ce matin. Alors, c'est pas une question, mais c'est plutôt peut-être un avis que je ne partage pas trop, surtout relativement à la réponse que M. Olivier a donnée sur la question du contenu local. Alors, peut-être un ajout, voilà. Euh, Si j'ai bien compris sa réponse, c'est que le contenu local ne concerne que les multinationales. Alors, c'est un avis que je ne partage pas, surtout qu'il est sa structure dans un système de formalisation des entreprises qui exploitent le mica de façon artisanale. Et si un certain nombre de normes sont prises en compte, notamment la question de santé et sécurité, qui est très importante dans l'industrie extractive, la question environnementale, et il a parlé des questions sociales. Oui, moi, je suis du département de la performance sociale, c'est-à-dire que des relations communautaires. Je pense que le concept que j'ai évoqué est très, très important, la question du contenu local. Il ne concerne pas seulement, disons, la question de peut-être les actions obligatoires que les sociétés font pour les communautés. Non, mais ça prend aussi la formation même du personnel de l'entreprise. Et puisqu'il a parlé des managers, il a parlé des entreprises, il y a du personnel, il y a la formation même des employés des entreprises. Ça prend également la formation des sociétés sous-traitantes avec lesquelles ces entreprises travaillent. Ça prend également en compte l'achat local. Ça prend également un dernier point qui est le recrutement. Quand on prend ces sociétés artisanales-là, elles emploient de la ressource humaine pour pouvoir extraire le mica. Quelle est la part, quel est le pourcentage qu'on appelle ça, des personnes, des employés qui proviennent de la communauté immédiate? Je pense que c'est tout cela qu'on appelle le contenu local et c'est très important. Je pense que si, puisqu'il est en train d'accompagner ces structures-là, aide en tout cas à respecter les normes nationales et les normes internationales. Et également, je pense que la question du contenu local aujourd'hui est en vogue un peu partout. Et l'objectif derrière l'idée, c'est que
on puisse impacter au mieux, de façon positive, la communauté, la communauté qui accueille disons, l'exploitation minière. Donc, c'était ma contribution sur la question de contenu. Merci. Merci beaucoup, Aboubacar. Alors, Merci. Si je peux, Mamadou, Olivier, est-ce que je peux ouais, peut-être intervenir. Merci beaucoup et je suis complètement aligné avec vous, hein, Aboubacar. C'est juste que je n'avais pas entendu le terme contenu local de la même façon que vous. Mais effectivement, si par contenu local, on entend formation des sous-traitants, formation du personnel, faire attention, enfin en tout cas porter une attention particulière au pourcentage de personnes issues de la communauté locale qui vient travailler dans les sites, etc. Tout ça est bien pris en compte hein, dans les normes dans lesquelles, enfin, qu'on a développées. Je vous invite à aller voir. On a tous ces éléments sont bien dans les normes. Et nous, de notre côté, côté RMI, alors quand il s'agit d'entreprises de transformation, on laisse la responsabilité de l'organisation de ces formations à ces entreprises de transformation. Et quand il s'agit de mines artisanales, dans ce cas-là, c'est nous qui venons former les personnes, puisqu'en fait, en général, en tout cas pour l'instant, les mines artisanales de mica à Madagascar n'ont pas les ressources suffisantes pour mettre en place elles-mêmes ces formations. Donc là, on vient en acteur externe pour mettre en place ces formations, mais on espère bien qu'un jour, elles seront formalisées, comme vous l'avez dit, structurées en coopérative ou en association de mineurs pour pouvoir et dégageront assez de financement pour pouvoir elles-mêmes organiser ces formations. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En tout cas, si ça répond favorablement à votre interrogation. Merci, ça va, c'est bon pour moi. merci beaucoup, Aboubacar, pour la question et merci, Olivier. Effectivement, je pense que, comme l'a été dit Olivier, il s'agit tout simplement d'un problème de compréhension voilà, du sens du contenu local. Mais Olivier a bien parlé de tout ça. Il a parlé de supply chain, des fournisseurs responsables. Tous ces aspects, oui, en quelque sorte aussi, mettre l'accent sur le contenu local. Et quand on parle de la traçabilité, l'organisation de la chaîne d'approvisionnement, on ne peut pas se passer du contenu local. C'est très enrichissant cet échange. Merci à nouveau à Boubacar pour la question et Olivier pour la clarté de la réponse. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir direct, lui donne la parole? Madame ou Monsieur Caboret. Madame. Alors, ah, Madame Madame. Asmao Kabore, allez-y, allez-y. Bonjour et je voudrais remercier les intervenants pour leur brillante présentation. Voilà ma question. J'ai posé deux questions, mais je n'ai pas vu mes réponses. Maintenant, la première question s'adressait à M. Anangé. Voilà, M. Anangé, lors de sa présentation, a fait comprendre qu'à leur niveau, et au niveau du Cameroun, et les étrangers n'étaient pas permis d'exploiter et le diamant. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, du fait que la législation ne les permette pas et sur les sites, on rencontre ces étrangers, quelles sont les dispositions légales prises envers ces personnes-là? Maintenant, dans la deuxième présentation, j'ai entendu plusieurs fois exploitation responsable, exploitation responsable. J'aimerais qu'on m'éclaircisse plus dans le cadre du MICA. Qu'est-ce qu'il entend par exploitation responsable? Parce que lors de sa présentation, il a même signifié qu'il y a des enfants oui, qui se trouvent sur les sites voilà, avec la complicité de leurs parents pour permettre d'avoir plus de ressources et subvenir à leurs besoins. Donc, et pour chez nous ici, le travail des enfants est interdit. Donc, quand on voit les enfants sur le site, c'est vraiment sanctionné par la loi. Donc, moi, j'aimerais savoir quand il parle d'exploitation responsable, il fait allusion à quoi? Merci bien. Merci Asmao. Olivier, à vous. Oui, ben, merci pour la question. Merci, madame.
Finalement, ce qu'on entend par exploitation responsable, c'est une exploitation euh, qui respecterait l'intégralité des critères qu'on a mis en place dans nos normes. Et donc, quand vous parlez, par exemple, parlez de travail des enfants, évidemment, dans nos normes, on a des critères qui ont trait donc au travail des enfants et qui interdit le travail des enfants. On a, donc c'est les 5 composantes dont je parlais plus tôt. On a une composante sur l'environnement, et donc sur l'environnement, on va définir finalement ce qu'est une exploitation minière responsable environnementalement parlant. Et donc, on a des critères sur, par exemple, la déforestation, sur les émissions euh, sur les émissions de gaz à effet de serre, etc. Ok. D'un point de vue social, on a des critères sur le travail des enfants, sur le travail forcé, etc. Et donc, à la fin, ce qu'on appelle une exploitation responsable, c'est une exploitation qui respecte l'ensemble des critères. Alors, il y a beaucoup de critères dans la norme. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est 3 niveaux de priorité, si vous voulez. Un Oui. niveau tolérance zéro, un Mhm. niveau majeur et un niveau mineur. Et en fait, ce qu'on demande en priorité aux sites miniers et aux sites de transformation, c'est d'implémenter, de mettre en œuvre les critères qu'on appelle tolérance zéro. Et donc là, dans la tolérance zéro, vous allez avoir tout ce qui a trait au travail des enfants, par exemple. Ça, c'est une grande priorité. Ok. Tout ce qui a trait au travail forcé, c'est une grande priorité aussi, etc. Ok. Et puis après, vous avez des critères importants, mais un peu moins importants. Donc, c'est les critères majeurs. Et ensuite, vous avez les critères mineurs. Et là, les critères mineurs, en anglais, on parle de nice to have. C'est un bonus, si vous voulez. Si vous les respectez, tant mieux. Si vous les respectez pas, vous avez plus de temps pour les mettre en place. Ok, ça marche. Merci, Asmao. Merci beaucoup. Je ne vois pas une main levée. Est-ce Et que la quelqu'un première d'autre? question, on n'a pas C'est répondu à moi, la première question. c'est Leïla. C'est Leïla Pardon? Mastouri. J'ai J'ai pris dit, main, Leïla Mastouri. Oui, Léla, allez-y. Ah, d'accord. Merci pour les interventions. C'était vraiment très important. Je suis Leïla, présidente de la coopérative féminine l'Aqmar El Bayak, qu'on travaille sur l'agriculture biologique et transformation des produits alimentaires bio. J'ai entendu exploitation responsable. Normalement, avec l'exploitation responsable en bio, est-ce qu'on peut être une exploitation responsable? Et surtout qu'on a pris la certification de commerce équitable. Le commerce équitable, il prend en considération l'homme comme l'humain parmi les critères de choix et les critères de l'éligibilité de certification. Est-ce que de cette façon, on sera une exploitation responsable? Et comment on peut savoir qu'on est une exploitation responsable? Merci. Merci beaucoup, Mansouri. Alors, Olivier, est-ce que vous pouvez répondre à cette question, bien que c'est dans un contexte agroalimentaire? Est-ce que vous pouvez apporter une réponse à la préoccupation de, de Leïla? Oui. Oui, alors je ne sais pas dans quelle mesure ma réponse sera pertinente, mais pour moi, euh, certains certificats bio peuvent, d'une certaine façon, répondre à une partie de la responsabilisation d'une exploitation. Je m'explique. Sur, par exemple, la composante environnementale, pour moi, et je connais assez mal le bio finalement, les labels bio, mais si vous avez un label bio, j'imagine que vous n'utilisez pas d'intrants chimiques Tout ou, à euh, fait. ou alors vous n'utilisez, enfin, vous faites attention aux surfaces déforestées. Et ben en Oui, fait, ça pour moi, ça va, si vous avez ce label, finalement, ça répond en partie à la responsabilisation d'une exploitation. exact. En revanche, je pense que ce qui est important à avoir en tête, c'est d'aller regarder un peu toutes les composantes. Alors nous, je ne sais pas si on a regardé toutes les composantes, mais on pense que les 5 composantes qu'on a choisies, elles sont importantes. Donc le social, l'environnement, le devoir de diligence, la santé, sécurité au travail et la gouvernance. Oui, Et
beaucoup des standards internationaux prennent ça en compte. Et donc, en fait, finalement, pour vous, ce qui serait intéressant, c'est de regarder un peu ce qui se fait en matière de critères et de définition de ce que sont des conditions de travail responsables au sens large et de voir si vous respectez ces critères. Merci. Peut-être Madame Soua Katchouri? Oui, merci Olivier. Alors, moi, c'est juste pour dire un grand merci à cette belle, ce beau partage. Mais je suis de métier d'industrie textile, mais quand on parle de RSE, c'est toujours passionnant de voir d'autres filières. Donc, votre présentation, Christian et Olivier, c'est très, très passionnant parce que je suis passionnée de tout ce qui est lean management, tout ce qui est, quand on parle agilité, quand on parle Scrum, peu importe le métier, quand on parle de RSE, il y a des choses à mettre en place. La traçabilité, c'est pareil, c'est juste le métier qui change. Donc, un grand merci pour ce riche partage et cette belle immersion découverte. Je remercie la communauté, c'est ma deuxième présence avec vous. La chaîne YouTube, c'est une grande découverte, il y a plein de contenus, donc merci beaucoup pour cette grande générosité. Ma question, si c'est possible de partager le lien de l'association, parce que vraiment, comme a dit Karine au début, moi je le vois, de grandes synergies, des grandes alliances à créer, et vraiment le réseau, c'est très important. C'est vrai que je suis sur le premier palier de ma reconversion en tant que manager en industrie textile. J'ai collaboré avec des brands francophones, une courte expérience, mais toujours très riche. Donc voilà, il y a toujours un début à tout. Je suis très, très contente d'être parmi vous. Le lien, s'il vous plaît, d'association, parce que j'ai cherché et vraiment, je n'ai pas trouvé. Et ça me fait un grand plaisir pour toute connexion. Il y a toujours de la création de valeur, c'est sûr, des alliances à moyen long terme, pourquoi pas. Moi, j'aime beaucoup la richesse humaine. Et il y a un grand gap sur la RSE, c'est une culture, c'est de la stratégie. Donc, c'est ma passion. Je prends les compteurs à zéro. Donc, c'est un grand plaisir que ce soit formateur ou autre ou consultant et même de nouveaux métiers, pourquoi pas. Voilà, merci beaucoup à tous. C'est beaucoup de gratitude. Voilà. Je, je vais me permettre de répondre en attendant que Mamadou se reconnecte. Je pense qu'il a eu un problème de connexion et de reconnexion. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage et effectivement qui renforce notre volonté d'échange entre pairs, mais aussi entre filières. Et peut-être, Mamadou, si tu peux reprendre. Oui, je crois que c'est bon. Vas-y. Non, décidément un problème de son du côté de Mamadou. Et Ça, ça Ah, ça y est, marche? ça y est. Alors, merci beaucoup, Laurent. Merci d'avoir repris le flambeau. Alors, c'est pour remercier aussi Shora, hein, notre collègue en ce qui vient de partager le lien de notre association. Merci pour le témoignage et on est ouvert pour le partage. Merci beaucoup. Le textile aussi, c'est un secteur très important. Donc, la RSE est très transversale. Donc, vous pouvez vous approcher de nous et on est open. Merci Olivier, merci Christian. Franchement, c'est un webinaire très, très, très important, très riche. Et il y a d'autres thématiques, d'autres perspectives qui s'ouvrent. On a même touché le secteur agroalimentaire. Donc, c'est pour dire également que la RSE est très, très, très transversale. Donc, il faudra tout simplement se conformer, s'appliquer et être déclaré conforme. Si on veut aller vraiment dans une exploitation responsable, quel qu'en soit le secteur, il va falloir qu'on respecte les normes. On ne peut pas développer un secteur sans passer par la normalisation. Donc, c'est pour dire à Olivier, franchement, chapeau pour ce travail de normalisation en amont pour les exploitants, parce que c'est là où c'est l'étape la plus importante, la plus dangereuse, la plus exposée. Donc, arriver à mettre en place cette norme, franchement, chapeau. Et je pense que c'est un travail qui doit être vulgarisé davantage et qui doit être développé pour tous les secteurs d'activité économique en Afrique. Donc, sans plus tarder, je vais retourner vers vous pour vos derniers mots avant de passer la parole à Laurent Anne-Sophie pour nous parler un peu de notre association
projets en perspective. Merci. Merci Mamadou. Anne-Sophie n'avait pas pu se joindre à nous, hein, ah bah si, pardon Anne-Sophie, excuse-moi, je viens de te voir arriver. Je te laisse du coup reprendre la parole. Oui, donc je vous ai partagé le lien de notre site internet. Je crois que vous ne l'avez pas vu, Soa, donc je vous l'ai remis à nouveau. En tout cas, merci pour votre commentaire, ça fait plaisir et bienvenue au sein de la communauté RSE Développement. Écoutez, voilà, comme le disait Laurent, je suis arrivée là sur les dernières minutes. J'ai l'impression que c'était des présentations très riches avec des questions également très, très pertinentes. Merci à nos deux intervenants. Merci à Mamadou qui a modéré ce webinaire et également à Karine qui était là au début et qui a organisé ce webinaire avec nous. Int également, toujours présente pour nous aider à organiser ce webinaire. Peut-être laisser Cédric, si tu le souhaites, introduire le webinaire de la semaine prochaine. En tout cas, on se retrouve jeudi prochain pour le troisième webinaire de ce cycle. Si Cédric, tu veux peut-être nous faire un petit teasing. En tout cas, on sera ravis de vous retrouver jeudi prochain. Alors, à la même heure, sauf pour les Français, voilà, on a le changement d'heure ce week-end, donc on se retrouve toujours à 10 heures GMT, donc en temps universel. Il sera donc 11 heures à Douala et également 11 heures ici en France. Donc, merci à vous. Je ne sais pas si Cédric, tu es encore là. Oui, vous m'entendez? Ouais, Vous vas-y. m'entendez? Ok, juste en quelques secondes. Donc, la semaine prochaine, jeudi prochain, nous avons le troisième webinaire de notre cycle, de notre deuxième cycle de cette année 2023, qui portera sur l'agriculture responsable avec deux présentations, deux interventions de responsables d'organisations de la société civile qui travaillent à accompagner des producteurs locaux, mais aussi une intervention sur ce qu'on appelle l'agriculture contractuelle, ou simplement les agro-industries pures, et le point de vue donc de ces organisations de la société civile-là, qui ne sont parfois pas bien connus, ces points de vue. Donc, on aura peut-être un point de vue différent de celui qu'on a l'habitude d'entendre dans nos webinaires. Donc, nous vous invitons à être présent éventuellement et à venir avec vos questions. Merci Anne-Sophie, bonne fin de journée à toutes et à tous. Parfait, merci Cédric. Et donc, j'ai repartagé aussi le lien Hello Asso. N'hésitez pas à nous rejoindre la communauté d'adhérents de RSE et développement. Merci à tous et puis je vous souhaite de passer une belle journée et à la semaine prochaine. Merci Anne-Sophie, merci à tout le monde. Je pense que Christian n'est plus là. Olivier, Bien, merci à si vous tous. pouvez. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à Merci à vous. tous. Bonne journée. Bon week-end à vous. Merci d'avance.